ruraux et indivisibles. On existe, on résiste. Tu vois, ça va mal, je pense. Bon, je vais... On fabrique, on vend, on se paye. Les patrons ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'était leur notion. Ruraux et indivisibles. Ruraux et indivisibles. Le podcast. Donc bonjour, c'est Delphine des Ruraux Indivisibles. Aujourd'hui, on part dans l'Est de la France pour rejoindre Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Delphine et bonjour aux ruraux. Tu fais partie donc d'un collectif NFP. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce collectif, d'où il vient et où tu te situes exactement, dans quel territoire tu es et tu milites? Eh bien, tout simplement, moi je suis un rural, j'habite dans un petit village de 140 habitants en Haute-Saône, à la limite du Doubs. Mais je suis aussi très attiré par la ville de Besançon, où il y a une vie phénoménale en termes associatifs, politiques, culturels. Tu vis à la campagne, mais tu vas souvent en ville, c'est ça? Voilà, c'est ça. Toute l'action du collectif que tu représentes se situe dans tout le département? Oh, c'est plutôt Besançon, c'est quand même là qu'il y a une vie importante et beaucoup de militants. Alors certains habitent un peu en périphérie comme moi, mais c'est vrai que c'est quand même Besançon qui rassemble tout ça. Nous, on existe depuis quelques mois, comme sans doute pas mal en France. Parti sur un élan de juillet dernier et quand même d'une magnifique campagne législative où on a retrouvé un peu d'espoir de voir une gauche unie. Ça nous manquait et voilà, on a envie que ça continue et donc un peu partout des gens se disent on peut rester ensemble, on peut y arriver et peut-être à nous d'aider les partis et les groupes à rester soudés. Et donc dans ce groupe-là, il y a quelle proportion de citoyens, de néo-militants versus des gens encartés? Ça mixe un peu tout le monde? Ça, c'est dur à définir pour moi, mais comme dans beaucoup de collectifs du secteur, on retrouve, sûrement 20, 25, 30% de gens surengagés qu'on voit partout. Quelques-uns qui rejoignent ce mouvement-là parce que celui-là leur parle, et quelques rares personnes qui découvrent. Il y a un peu de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sur le socle qui a été bâti au mois de juin-juillet l'année dernière? Est-ce qu'il y a des gens qui vous retrouvent encore en cours de route? C'est-à-dire que tous les militants qu'on retrouve là le sont de toute façon par ailleurs. Il y a quand même effectivement sur Besançon un élan important et beaucoup de vie associative. On retrouve ces personnes dans des syndicats, dans des assos écolos ou dans des assos sociales. Donc on se connaît pour finir déjà. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est essayer de cesser absolument de rester entre nous. C'est vraiment le défaut qu'on peut avoir à gauche des fois. De se faire seulement du bien, alors que là, l'objectif de ces comités NFP, c'est d'aller chercher ces gens qui ont cru vraiment à quelque chose de possible, qui ont recru enfin à quelque chose de possible, et d'aller les chercher. Et comment est organisé votre collectif? Vous voyez quand, comment et quelles actions vous arrivez à mener aujourd'hui à presque un peu moins d'1 an de la naissance de tous ces collectifs un peu partout? Très clairement, on démarre, donc ça fait 5 mois qu'on a décidé de travailler ensemble. On se retrouve une fois par mois. Notre premier objectif, ça a été d'essayer de lister un peu ou d'aller rechercher des gens qui se sentent dans cette mouvance. On a fait une grande campagne d'adhésion gratuite en quelque sorte, enfin plus de récupérer des adresses mail pour créer un grand espace de communication. Donc c'est chercher le soutien des gens. Ensuite, on a eu quelques actions sur place physiquement sur des marchés pour aller parler avec des gens, avec quelques outils. On utilise des cartes que les gens tirent au sort sur les différents services publics et on leur propose de nous dire ce qui les touche ou ce qu'ils souhaiteraient. Et puis, comme peut-être d'autres comités NFP, comités de soutien au programme du NFP pour être précis, puisque nous ne sommes pas politiques en fait. On est que des citoyens qui souhaitons être les picaillons des partis pour les obliger un peu à rester ensemble.
Est-ce que vous voyez un peu que vous avez du poids sur ce qui va être mené ou vous savez pas trop? Et on est hélas pas assez avancé pour intervenir et essayer de pousser à l'union. Oui, on sent bien, évidemment, hélas, comme partout en France, qu'avec l'échéance municipale qui arrive, tout le monde parle encore union, chaque parti parle union. C'est plutôt union autour de mon parti. Chacun veut que les autres se rassemblent autour de lui, quoi. Ouais. Donc là, non, on est pour l'instant sur des départs séparés. Et c'est vrai que ça devra être notre boulot certainement de les contraindre à dire comment ils se prononcent, quoi, comment ils se situent sur différents sujets, puis sur celui de l'Union. Vous avez déjà engagé des liens avec les pouvoirs publics sur place, avec les autres associations? C'est ce qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver. Pour l'instant, ce qu'on a fait ensemble comme action réelle, c'est d'aller sur des marchés, donc pour partager avec les gens du coin, se faire connaître un peu. Non, on n'a pas eu encore du tout d'action envers les pouvoirs publics. On essaye de travailler aussi avec le NFP, donc cette fois-ci la réunion des 6 grands partis, parce que chez nous, il y en a d'autres qui s'y sont joints. On a travaillé avec eux pour la venue de Lucie Castet, c'est un moment qui nous a rassemblés. Vous avez dans votre groupe des gens d'un peu partout de la gauche, quoi. Il n'y a pas d'un parti qui fait la gueule, quoi, on va dire. Non, c'est compliqué dans les réunions, mais personne ne s'est complètement mis à part. Mais c'est vrai qu'on a pour l'instant ces deux structures, c'est-à-dire la structure qui rassemble les partis, c'est le comité NFP, et puis on a aussi un comité citoyen de défense du programme, où là, quels que soient nos engagements personnels, hein, on en a quasi tous, on vient là en tant que citoyen. Et est-ce que vous avez instauré des règles pour que ça dérive pas? On n'a pas encore eu ce besoin, heureusement, parce que pour l'instant, on est un groupe relativement restreint, qui se connaît un peu quand même, qui se fait confiance. Il y a peut-être quelques divergences de vues, c'est possible, elles ont en aucun cas pour l'instant été conflictuelles. Donc non, on ne s'est pas encore mis en place de structuration. La seule qu'on s'est donnée pour l'instant, c'est donc dans ce travail de rassembler beaucoup d'adresses mail de gens qui se sentent de gauche. Pour l'instant, on communiquait avec tout le monde, et là, on a quand même, pour alléger un peu, fait une liste qui donne de l'information et une liste qui fait des débats entre nous aussi. Et quel est le rapport avec le RN sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des risques que les municipales partent chez eux? Non, quand même pas, on n'en est pas là, mais c'est vrai que il n'y a pas à dire, ils prennent une place de plus en plus importante comme partout. Il y a le phénomène ville Besançon qu'on retrouve en France, où les villes sont pas les plus sujettes à ça. Par contre, dès qu'on entre un peu plus dans la ruralité, et c'est vrai que le Doubs ou la Haute-Saône où j'habite sont des départements quand même très ruraux, donc oui, dans les villages, ça prend de l'ampleur. À Besançon, pour l'instant, on est à peu près tranquille. On a juste un vrai problème avec des groupuscules très actifs dans la ville. On a des bandes qui se baladent en faisant des saluts nazis ou en chantant des chansons très douteuses, quoi. Et avec, hélas, on va pas dire le soutien, mais à minima les yeux fermés des pouvoirs publics. Et ça, c'est nouveau? Enfin, comment ça a émergé, on sait? Ah, ça fait quand même sûrement une dizaine d'années que ça arrive, et ils ont leur cible. On les voit présents dans les manifs, ils traînent par là. Ils sont très agressifs envers un lieu de Besançon qui a une zone anarchiste autour d'une super librairie Anard. Ils ont déjà fait des sales coups là-bas. Ils ont déjà plusieurs fois agressé et même pénétré les locaux de Radio Bip, qui est une super radio chez nous, byzantine et indépendante, qui fait un magnifique travail. Et évidemment, pour eux, ça les dérange, donc ils sont venus attaquer ça aussi. J'ai plus ou moins l'information, plutôt plus que moins, que tu fais de la musique et tu profites de la musique pour faire passer tes messages de gaucho, quoi. C'est clair que pour partager, pour éveiller les gens, alors il y a différents aspects, hein. Il y a donner de l'information aux gens, ce qu'on fait par des tracts ou des banderoles, tout ce qu'on veut. Il y a le fait d'éveiller. Et pour ça, il y a tout un tas de médias, et c'est vrai que mon média, ce qui me cause, c'est vraiment la musique. Et c'est vrai que ça fait depuis maintenant 15 ans que sur un camion avec des copains, on fait l'animation de toutes les manifestations syndicales.
De là, on est découlé quelques interventions aussi sur différents mouvements. On a accompagné des mouvements féministes, on a accompagné des rencontres autour des migrants. Enfin voilà, on a dans notre répertoire quelques sujets importants qu'on diffuse comme ça. Complètement. Mais on n'écrit rien parce que franchement, dans notre culture française, on a une quantité hallucinante de chansons magnifiques, très bien écrites. Donc d'une part, les gens aiment bien les réentendre et les reconnaître. Et puis d'autre part, voilà, on se donne pas le talent de réécrire des trucs alors qu'il y en a déjà des biens. Donc, tu disais qu'il y a eu des grandes réussites de lutte dans votre secteur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, si tu as un exemple précis de ça et comment l'éducation populaire pourrait permettre aussi de garder cette mémoire militante et souligner l'importance de défendre ses droits. Sûrement un des plus récents et des plus importants, c'est le mouvement des LIP. 1400 employés dans une entreprise de montres qui était nationalement connue, qui bien sûr a connu cet instant dans les années 70 où la question était de faire plus de pognon au détriment des salariés et de la qualité. Et donc on vient à Besançon, on vient de fêter à Besançon les 50 ans d'un immense moment qui a soulevé cette entreprise. En 1973, quand ils ont découvert qu'il y aurait un plan de licenciement massif, ils ont d'abord séquestré les administrateurs, puis les serrés sont chargés, puis dissolution de l'entreprise, puis ils ont repris possession des locaux. Il y a 2 ans, on a refait un très très bel événement autour de l'anniversaire des 50 ans de ce mouvement de 73. Il est surtout très connu parce que c'est une des premières expériences d'autogestion quand les ouvriers, voyant qu'ils arriveraient à rien, ont décidé de reprendre possession de leur propre usine et on produit eux-mêmes avec ce slogan qui est resté connu pas seulement en France, mondialement. On fabrique, on vend, on se paye. Les patrons ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'était leur notion. Donc c'est une magnifique expérience d'autogestion qui fait que l'entreprise a duré encore longtemps sous forme de scope. Malheureusement, alors c'est une super victoire. Malheureusement, le pouvoir politique à l'époque, c'était Giscard. On pris peur en voyant ça et poussé par le grand patronat, on dit mais laissez pas des ouvriers commencer à faire ça, sinon ça va faire tache d'huile. Donc le mouvement a été un peu tué comme ça et l'État qui avait pris des engagements pour faire tenir l'usine les a lâchés pour que ça finisse par péricliter un peu. Mais cette histoire est vraiment belle et donc pour revenir à la musique, moi je m'en fais fort. Tu me demandais comment on relaie ça. Pour les 50 ans, j'ai eu envie de retraduire cette histoire et de monter un spectacle qui raconte tout ça au travers des chansons d'un auteur particulier qui s'appelle François Béranger. J'utilise ces chansons pour montrer ce qu'il disait, qui n'était pas spécialement sur l'IP, mais qui dit exactement la même chose. La musique, ça permet que ce soit festif, que les gens s'arrêtent, se demandent. Et puis, c'est vrai qu'on dit par des poésies ou des paroles de chansons, on dit des choses qui vont peut-être plus parler au cœur que seulement à la tête, quoi. C'est un autre vecteur. Quand tu milites, tu le fais vraiment qu'en ville, dans ton petit village, par exemple, il se passe pas grand-chose, quoi. Ça m'ennuie parce que effectivement, il faut travailler absolument en rural. D'une part parce qu'on a l'avantage de se connaître un peu et donc d'avoir à se faire confiance. Il y a une vie de village quand même et il faut la nourrir. Et puis peut-être parce que c'est là qu'il y a un risque de dérapage à droite ou à l'extrême droite en campagne. On va pas se mentir. Et dans ta vie sociale en campagne, bon, tu dois être estampillé comme quelqu'un de gauche. Je l'assume, oui. Comment on dit? Est-ce que tu as vu le discours devenir vraiment décomplexé ou encore chez vous ça reste soft? Alors décomplexé, c'est évident. Ça, c'est surprenant je dirais même pas 10 ans, quoi. En 5 ans, comme effectivement les gens osent dire ce qu'ils pensent, et j'ai envie de dire tant mieux. J'aimerais bien surtout qu'ils changent d'idée. J'ai pas envie qu'ils se taisent. Mais bon, du coup, je me décomplexe aussi. Peut-être que je veux pas appeler ça une qualité, mais un atout, c'est
je suis capable d'être postural des fois quand il faut, mais plutôt je serais pour l'union, pour la compréhension, pour le dialogue. Et j'ai un plaisir fou à partager avec les gens, y compris quand j'ai pas les mêmes idées. Et j'ai pas envie de les faire changer d'idées, j'ai envie de leur donner les miennes. Ils en font ce qu'ils en veulent. J'ai pas envie de les convaincre. Et du coup, c'est moins conflictuel. Mais tu sais, je m'amuse même. Ça, c'était drôle au moment de la campagne des législatives. Il y a des gens qui ont été faire du porte-à-porte. J'ai pas eu ce courage. Mais par contre, j'ai repris l'habitude que je n'avais pas d'aller dans les bars des villages autour de chez moi et de discuter aux zingues. Et Oui. c'est un super moyen d'entendre ce que les gens ont à dire et de les comprendre un peu aussi. Hein. Ils viennent pas racistes ou nationalistes comme ça par hasard. Donc de les comprendre et puis de leur dire qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi, quoi. Il se fait des petites choses quand même et ça dépend des villages. Le mien n'est pas le plus vivant, mais il y en a autour de moi qui le sont un peu. Euh, on manque cruellement de temps de rencontre. Et pourtant, il y a quelques personnes dans chacun de ces villages qui se bagarrent pour, comme tu dis, oui, le comité des fêtes ou l'animation du village. Mais oui, on manque de temps, c'est évident, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis embêté de ne pas le faire plus dans mon village, et ce serait important. Il y a des moyens, c'est certain. Je te parlais des bars, mais c'est pas ça que je pense. Ça crée du lien, mais ça crée pas de la militance. En revanche, alors c'est peut-être le petit truc que je fais, c'est encore une fois par la culture, pas seulement la musique, c'est de faire des résidences d'artistes chez moi. J'ai une grande maison. Et puis, en général, je fais une sortie de résidence où j'invite les gens pour assister à ces spectacles en devenir, les gens du village. Et c'est l'occasion d'échanger quand même, même sans parler politique, faire venir la culture, c'est déjà un message. En effet, il y a des fois, faut pas forcément chercher à convaincre et à parler. Des fois, c'est encore mieux de juste faire des choses. Quand je vois dans les villages ces journées de collectives de ramassage des trucs sales ou de refleurissement, les gens se mettent ensemble pour faire ça. Euh, Quand je vois des assos qui se bagarrent pour faire venir un petit peu de culture, c'est très bien quand on voit des échanges de jardinage, des gens qui mettent à disposition. En fait, il faut créer du collectif réel, concret, plutôt que d'en discuter. Hein. Eh bien, Étienne, je te remercie. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de finir ça en chanson, par exemple? Allez, écoute, on t'écoute et on se retrouve au prochain épisode. Allez, on chope à Gauvacer, les oubliés, il est trop loin de Paris. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine, avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin, avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau, sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Vous faites partie d'un collectif ou d'une organisation engagée en milieu rural et vous souhaitez partager votre expérience? Contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte des ruraux et indivisibles.
Ce podcast est pensé comme une aventure collective. Si vous avez envie d'aller à la rencontre des dynamiques locales près de chez vous, que ce soit en campagne, dans un petit bled, dans une petite ville ou en zone périurbaine, vous êtes au bon endroit, rejoignez l'aventure. On vous accompagne, on vous forme à la prise de son, au montage, etc., etc. L'idée, c'est de créer un réseau d'initiatives sonores rurales pour faire entendre les voix de celles et ceux qui s'organisent partout sur le territoire.